On va parler maintenant de la menace djihadiste en France avec ce rapport de l'ONU qui tire la sonnette d'alarme. Les profils terroristes sont de plus en plus jeunes, sont souvent recrutés sur les réseaux sociaux. On va écouter ensemble les précisions de ce rapport avec Sharon Camara. Un récent rapport de l'ONU sur Daesh et Al-Qaïda souligne que l'État islamique représente la menace terroriste la plus importante en Europe. La France, de son côté, qui a ciblé Daesh de manière cohérente et explicite selon l'ONU, a réussi à limiter la menace, notamment grâce aux opérations de sécurité préventive menées pendant et après les Jeux Olympiques 2024. Le niveau de menace reste toutefois élevé. L'État français qui mise sur l'anticipation afin d'assurer un niveau de sécurité maximal. Depuis le 1er juillet, par exemple, un plan Vigipirate été-automne 2025, approuvé par le Premier ministre François Bayrou, est entré en vigueur. L'ensemble du territoire national français est maintenu au niveau urgence attentat. Selon l'ONU, il existe 4 types de profils qui se radicalisent. Le premier fait frappant est qu'il s'agit de personnes de moins de 21 ans radicalisées en ligne pour la plupart. On note globalement des profils de plus en plus jeunes. Il y a aussi ces personnes radicalisées lors de leur incarcération. Il y a des terroristes condamnés et enfin des personnes atteintes de troubles psychiatriques ou psychologiques. Et afin d'attirer ces profils, une propagande massive est mise en place, notamment sur les réseaux sociaux, des plateformes de messages cryptés comme Telegram ou des réseaux sociaux comme TikTok sont pris d'assaut. Sur cette plateforme chinoise, Daesh mise sur la puissance de l'algorithme pour recruter de jeunes profils. Autre menace qui pèse sur la France, extérieure cette fois-ci, il s'agit des combattants terroristes français ou européens, leurs compagnes ou des veuves encore installées dans le nord-ouest de la Syrie. Ces personnes pourraient être tentées de revenir en Europe avec l'intention de commettre des attentats. Andric de Guerpel, ce qui est intéressant dans ce rapport de l'ONU, il y a plusieurs types de profils, environ 4, avec 2 qui peut-être attirent particulièrement l'attention. Ce sont d'abord ces jeunes qui sont de plus en plus jeunes et qui sont recrutés sur les réseaux sociaux, et aussi la radicalisation en prison. On sait que c'est un sujet, malheureusement, depuis de nombreuses années. C'est un fléau qui, évidemment, est tenté d'être combattu, mais on voit que pour l'instant, en tout cas, on n'a pas encore réussi à endiguer cela, c'est-à-dire à éviter que en prison ou que des jeunes qui sont un petit peu livrés à eux-mêmes cèdent malheureusement à la radicalisation. Bien sûr, alors pour ce qui concerne les prisons, on avait fait une enquête avec l'Incorrect sur les prisons. Moi, j'avais appelé des anciens détenus d'une prison dans le sud-est de la France. Et il y en a un qui m'avait dit qu'il s'était retrouvé, vous savez, dans le quartier des arrivants, Oui. en cellule avec un autre jeune homme qui était incarcéré, qui lui était plutôt, qui écrivait des prêches islamistes sur sa cellule. Et il avait envoyé un courrier tout de suite à ses parents en disant oui, je suis avec un fou dans ma cellule. Et la pénitentiaire avait tout de suite changé de cellule la personne avec qui je discutais. Donc il y a quand même de la part des surveillants pénitentiaires quand même une volonté de travailler là-dessus. Ah bah oui, bien sûr, plutôt, je pense qu'ils peuvent, mais avec la surpopulation carcérale, efficace. c'est ça qui est compliqué. Ensuite, je crois que en ce qui concerne les jeunes, c'est parce qu'ils manquent d'idéal, et donc ils vont aller chercher l'idéal qui est facile. Vous savez, être un jeune islamiste, c'est assez simple, puisqu'on peut pécher quand on veut, et de manière assez violente, si à la fin on meurt en martyr. Oui. Et ben, en fait, c'est un idéal qui arrive parce que l'idéal français n'a pas réussi à imprégner ces familles qui souvent viennent d'ailleurs, et ces générations qui restent sur notre sol. Justement, parce que en ce qui concerne ces jeunes, on va écouter l'analyse de Claude Moniquet, notre spécialiste terrorisme et renseignement, et il explique justement comment peut-être un certain nombre de jeunes se sont retrouvés confrontés à de la radicalisation. Écoutez Claude Moniquet. La pandémie du Covid et surtout les confinements ont eu 2 effets contradictoires. Le premier, bien entendu, ça a été une diminution immédiate de la menace terroriste, puisqu'on ne pouvait pas sortir, qu'il n'y avait plus de contact autorisé entre les personnes, et que donc ça rendait beaucoup plus difficile la constitution de groupes ou de réseaux terroristes prêts à passer à l'action. L'autre effet contradictoire, ça a été que pendant presque 2 ans, certains jeunes ont été coupés de tous les contacts sociaux et se sont retrouvés uniquement confrontés à Internet, à un monde virtuel, et entre autres à la propagande djihadiste et à l'incitation au passage à l'acte. Et c'est ça qui explique entre autres l'extrême rajeunissement des acteurs terroristes auxquels on assiste depuis maintenant à peu près 2 ans.
Arnaud Klarsfeld, ce qu'on entend dans ce que dit Claude Moniquet, et ça rejoint ce que vous disiez juste avant Vendry de Guerpel, c'est ces jeunes qui se retrouvent seuls, isolés. Alors le Covid a forcément multiplié ce sentiment-là, mais on le voit aussi dans les cas d'ultra-violence. Ce sont des jeunes qui, quand ils passent à l'acte, semblaient très seuls, très solitaires, pas forcément violents, mais qui, dans la solitude, ont tout le temps, malheureusement, d'accéder à toute cette propagande qu'ils trouvent sur les réseaux sociaux et qui, un jour, finissent par passer à l'acte. Oui, ce qu'a dit Vendry est exact. Ça donne à ces jeunes une colonne vertébrale, ça leur permet une discipline, ça leur permet de s'élever au-dessus de leur quotidien souvent monotone, et ils ont une cause, et ils se sentent plus forts avec cette cause. Donc il faut opposer une autre cause à cette cause. Et il ne faut pas mépriser l'islam radical, c'est une discipline, c'est plus que millénaire, puisque ça fait 1500 ans que, en tous les cas, l'islam existe. L'islam radical en est une déviation, mais c'est quand même, c'est ancré dans l'histoire, la volonté de vouloir, comme on évangélisait l'Amérique du Sud et tout ça, c'est vouloir évangéliser avec la mode islamique l'Europe. Et il y a une volonté de l'islam radical de s'attaquer à l'Europe. Et il y a eu un moment où, en très peu de temps, en 622, en 50 ans, Mahomet et ses successeurs ont pris un empire qui était plus vaste que celui d'Alexandre le Grand, et que c'est en Espagne. Donc il faut lutter contre cela. Comment lutter? C'est évidemment compliqué, comme les jours fériés, encore plus que les jours fériés. C'est plus dangereux là. Mais il faut la répression, et il faut former les jeunes dès la plus tendre enfance à rejeter les idéologies extrémistes. Et à réfléchir aussi par eux-mêmes. On s'interrompt un court instant et on va réécouter de nouveau Claude Moniquet, notre spécialiste terrorisme et renseignement. Il évoque pour nous justement l'évolution du terrorisme, notamment en France. Écoutez-le. La menace n'est plus aujourd'hui au niveau où elle était en 2015, parce qu'en 2015, il y avait une territorialité du groupe État islamique en Syrie et en Irak. Il pouvait attirer des djihadistes ou des volontaires du djihad en Syrie. Il les formait, il les reprochait sur l'Europe. Et on a eu les terribles attentats de Paris le 13 novembre 2015, et puis toute une série d'autres actions en Europe entre 2015 et 2017. Aujourd'hui, on n'est plus dans la même configuration, on est plus confronté à des attentats individuels, mais qui peuvent être nombreux, et à la possibilité pour une ou deux organisations liées à l'État islamique de projeter des individus. Je pense par exemple à l'État islamique au Khorasan, en Asie centrale, et puis bien entendu la menace terroriste au Sahel, qui pourrait se traduire à un moment donné par une projection contre des intérêts français en Afrique ou même en France. Jacques Morel, là, la difficulté pour les services de renseignement aujourd'hui, comme l'explique Claude Moniquet, c'est que les attentats, et heureusement à grande échelle, très organisés, sont beaucoup plus rares aujourd'hui, mais malheureusement, du coup, ça veut dire que ce sont des loups solitaires qui se radicalisent, comme on le disait, chez eux, et qui sont beaucoup moins détectables, qui pourraient passer à l'acte. Et pour les services de renseignement, c'est aussi un vrai défi d'essayer de les repérer avant le passage à l'acte. Oui, c'est beaucoup plus compliqué. Alors, l'ONU découvre avec une guerre de retard que les pseudo-terroristes ou les terroristes sont de plus en plus jeunes, qui se recrutent sur les réseaux sociaux. C'est la même chose pour le banditisme. Il y a une espèce de terrorisme low cost ou d'ubérisation du terrorisme, où on prend des gens, on les envoie en mission en leur disant qu'ils vont faire le djihad, qu'ils peuvent prendre pour ça un couteau, une voiture. On voit bien la multiplicité, si vous voulez, des actions, des actes individuels. Heureusement, ils sont souvent moins graves que les opérations terroristes que décrivait votre correspondant. Mais ça n'est pas moins préoccupant, et les services de renseignement doivent décortiquer, si vous voulez, toutes ces informations qui circulent sur les réseaux sociaux pour arriver à en extraire les gens qui sont en capacité de passer à l'acte, ou ceux qui ont déjà préparé un projet. Bon, il y a régulièrement des interpellations, vous l'entendez, ça fait pas de bruit. Il y a régulièrement, si vous voulez, des attentats qui sont déjoués, comme vous le dites. Bon, malheureusement,
la personne détraquée mentalement qui sort de chez elle avec un couteau et qui se précipite sur les gens dans le métro ou dans la rue, on peut rien faire. On peut que faire appel au courage des témoins. Et sur des petits attentats comme ça, entre guillemets, la population qui réagit arrive à mettre un terme à une action ou à diminuer les conséquences d'une action.